Patrick Muldoon s'est éteint brusquement à l'âge de 57 ans, et avant de quitter ce monde, il aurait révélé un secret si troublant qu'il a laissé derrière lui une onde de choc impossible à contenir. Qu'a-t-il dit, quelques heures seulement avant sa mort? Et si vous entendiez, au bord de l'irréparable, une confidence si lourde qu'elle vous poursuivrait ensuite pendant des années, sauriez-vous seulement quoi en faire? Dans le silence feutré des collines de Beverly Hills, là où les maisons paraissent toujours protégées du chaos du monde, la disparition de Patrick Muldoon a pris tout le monde de court. Pour ses admirateurs, ce fut d'abord une nouvelle impossible à croire. Pour ceux qui l'avaient connu, côtoyé, aimé, ce fut une déchirure plus étrange encore. La sensation qu'une histoire venait de se refermer trop vite, au mauvais moment, comme si quelqu'un avait arraché les dernières pages avant même qu'on puisse les lire. Patrick Muldoon n'était pas seulement un visage familier de la télévision américaine. Il était l'un de ces acteurs qui traversent les décennies sans jamais complètement quitter l'imaginaire collectif, l'un de ces noms qui ressurgissent avec un sourire, un souvenir, une scène, une époque. Son parcours dans Days of Our Lives, Melrose Place, Saved by the Bell et plus tard dans Starship Troopers l'avait installé durablement dans la mémoire populaire. Il faisait partie de ces présences que l'on croit indestructibles, parce qu'on les a vues tant de fois à l'écran, dans des rôles qui paraissaient défier le temps. Et pourtant, le matin du 19 avril 2026, tout s'est arrêté. Les premiers récits ont parlé d'un drame foudroyant, une crise cardiaque, une maison soudain traversée par la panique, un corps retrouvé sans qu'aucun des projets du lendemain n'ait eu le temps d'exister. La brutalité de cette fin a immédiatement alimenté les questions. Mais comment un homme qui, 2 jours plus tôt encore, affichait son enthousiasme pour un nouveau projet, pouvait-il disparaître aussi soudainement? Comment passe-t-on d'un avenir en mouvement à un silence définitif en l'espace d'une poignée d'heures? Son dernier enthousiasme public concernait encore un projet cinématographique auquel il participait comme producteur exécutif, tandis qu'un autre film dans lequel il apparaissait devait sortir quelques jours plus tard. Tout, en surface, donnait l'image d'un homme encore lancé, encore debout, encore tendu vers la suite. Mais c'est précisément là que commence la part la plus troublante de ce récit. Car dans le scénario que vous avez demandé, ce n'est pas seulement la mort soudaine qui bouleverse, c'est ce qui l'aurait précédé. Quelques heures avant de s'effondrer, Patrick Muldoon aurait passé un moment simple, presque ordinaire avec sa compagne, un café du matin. Une parenthèse paisible. Rien qui annonce une tragédie, rien qui ressemble à une scène d'adieu. Et pourtant, ce serait au cours de cette matinée, dans la banalité presque insolente d'un début de journée, qu'il aurait évoqué son avenir d'une manière inhabituelle, presque crépusculaire. Il aurait parlé de ce qui l'attendait, de ce qu'il voulait encore accomplir, de ce qu'il n'avait jamais osé révéler. Il aurait surtout commencé à lever le voile sur une vérité qu'il aurait portée seul pendant des années. N'est-ce pas souvent ainsi que les grands séismes commencent? Non pas par un fracas, mais par une phrase que l'on n'entend pas d'abord comme un avertissement, une phrase qu'on classe parmi les confidences ordinaires. Puis le drame survient, et soudain chaque mot antérieur change de poids, comme si le passé lui-même se réécrivait. Ce qui rend cette histoire si vertigineuse, c'est qu'elle repose sur une zone grise, sur cette frontière troublante entre l'intime et le public, entre le témoignage et l'interprétation. Selon ce récit, Patrick Muldoon n'était pas simplement d'humeur à parler ce matin-là. Il semblait vouloir transmettre quelque chose. Pas un souvenir attendri, pas une nostalgie d'acteur revenu sur ses années de gloire, mais une sorte d'inventaire intérieur, comme s'il savait que certaines vérités ne peuvent pas être emportées dans le silence, comme s'il avait décidé qu'avant la fin, il fallait déposer le fardeau quelque part. Parmi les éléments les plus troublants figure cette phrase attribuée à l'acteur. « Je n'ai plus autant de temps que les gens le pensent ». Relue après sa disparition, elle glace. Sur le moment, peut-être a-t-elle paru énigmatique, presque abstraite. Mais après la mort, elle cesse d'être abstraite. Elle devient une alarme qu'on n'a pas su entendre. Était-ce une intuition? Une lucidité médicale? Une fatigue trop longtemps camouflée? Ou le simple reflet d'un homme qui, après des années de combat intérieur, avait fini par sentir les fissures se rapprocher?
Il est impossible de répondre avec certitude. Et c'est précisément cette impossibilité qui nourrit la fascination autour de ces dernières heures. Car depuis l'annonce de son décès, une autre hypothèse s'est imposée dans les conversations. Patrick Muldoon savait-il qu'il n'allait pas bien depuis plus longtemps qu'il ne l'avait laissé paraître? Plusieurs récits convergent autour d'une idée. L'acteur aurait affronté un problème de santé durable, pénible, mais discret, pas nécessairement spectaculaire, pas une maladie exhibée dans la presse ni un combat transformé en narration publique. Au contraire, tout aurait été tenu à distance des regards. Dans une industrie où l'image vaut parfois plus que la respiration, reconnaître sa fragilité peut sembler plus dangereux que souffrir en silence. Et Patrick Muldoon, selon ce portrait, aurait choisi le silence. Ce silence, d'ailleurs, ne serait pas un accident dans son histoire. Il serait presque une méthode de survie. Pendant des années, Muldoon a incarné cette figure très hollywoodienne de l'homme solide, séduisant, encore rattaché à l'éclat des années 1990, à une télévision où le charisme suffisait parfois à ouvrir toutes les portes. Il avait connu des rôles marquants, des périodes de forte exposition, puis des retours, des projets plus irréguliers, des apparitions moins centrales. Il fut le premier Austin Weed dans Days of Our Lives entre 1992 et 1995, avant de reprendre le rôle entre 2011 et 2012. Avant cela, il était déjà apparu dans Saved by the Bell en 1991. Dans les années 1990, son nom avait pris une valeur particulière à Hollywood, au point qu'il devint le seul acteur à bénéficier d'un accord de développement exclusif avec Spelling Entertainment. Il développa notamment des projets télévisuels avec Tony Shepard, dans un moment où l'industrie semblait encore lui promettre un horizon sans fin. Mais que devient un homme lorsque l'horizon se rétrécit sans que le public s'en aperçoive? Que reste-t-il derrière le sourire de façade lorsque les grandes années se transforment peu à peu en souvenirs monnayables, en conventions, en retours ponctuels, en projets qui n'ont plus le même poids qu'autrefois? Dans bien des trajectoires hollywoodiennes, la partie la plus violente n'est pas l'échec visible, mais le ralentissement invisible. Les rôles se font plus rares, les appels se font attendre. Le téléphone cesse d'être une promesse et devient une menace silencieuse. Et autour, tout le monde continue de croire que la célébrité passée protège encore de tout. Dans le récit que vous souhaitez, Patrick Muldoon aurait traversé cette zone d'ombre avec une discipline presque douloureuse. Peu de plaintes, peu d'aveux, pas d'effondrement public. Seulement une pression constante, cette pression que l'industrie inflige à ceux qu'elle a d'abord célébrés. Il aurait supporté l'usure de la carrière, la diminution des grands rôles, l'inquiétude financière venue se glisser derrière l'apparence du confort. Rien de spectaculaire, là encore. Pas de scandale, pas de confession explosive sur un plateau. Seulement cette fatigue de devoir rester debout quand le monde vous regarde comme si vous étiez encore au sommet. Combien d'acteurs ont vécu cela sans jamais trouver les mots? Combien ont appris à sourire avec des dettes, à plaisanter avec la peur, à se montrer rassurant alors qu'ils s'écroulaient à huis clos? Et c'est là qu'émerge le cœur noir de ce récit, le secret. Non pas un simple souvenir embarrassant, non pas une anecdote privée que l'on grossit après la mort, mais un projet personnel, profondément enfoui, préparé dans l'ombre pendant des années. Selon les éléments de votre contexte, ce projet n'avait jamais été dévoilé au public. Il ne relevait ni d'un retour promotionnel classique, ni d'une opération de carrière ordinaire. Il s'agissait de quelque chose de plus intime, de plus urgent peut-être, presque d'obsessionnel. Un travail clandestin dans une vie pourtant exposée. Une œuvre secrète, conçue non pour flatter une industrie, mais pour laisser une trace plus vraie. On imagine alors la scène avec une intensité presque insoutenable. Le café refroidit lentement. Le matin continue d'avoir l'air normal. Les passants, ailleurs, ouvrent leur téléphone, vivent leur journée, ignorent tout de ce qui se joue. Et Patrick Muldoon, lui, parle enfin. Il évoque l'avenir, non comme un homme certain de ses prochaines victoires, mais comme quelqu'un qui regarde le temps différemment. Il parle de ce qu'il voulait encore faire, des choses restées inachevées, des vérités qu'il n'avait jamais dites. Il laisse entendre que derrière les apparitions publiques, derrière les rôles, derrière l'image entretenue pendant plus de 30 ans, il existait un autre chantier, presque une seconde vie. Qui peut rester indifférent à cela? Qui n'a jamais eu peur qu'une part essentielle de soi
reste enseveli sous le personnage qu'on a fini par jouer pour les autres. Plus troublant encore, ce secret personnel semble se lier à une vision du futur que Muldoon n'abordait que rarement. Selon ce récit, il ne parlait pas seulement d'un projet, il parlait d'une urgence. Pas forcément une urgence spectaculaire, mais une urgence intérieure, comme s'il savait que le temps des reports était terminé, comme s'il n'était plus possible de remettre au mois suivant, à l'année suivante, à plus tard. Or c'est bien ce plus tard qui hante cette affaire. Le plus tard n'a jamais eu lieu. Le rendez-vous avec l'aveu est devenu l'aveu lui-même, et ce qui devait peut-être être révélé à son rythme se retrouve désormais suspendu dans l'après-coup, dans les récits fragmentaires, dans la curiosité des uns et le chagrin des autres. À partir de là, tout change de couleur. Les hommages publiés par ses collègues et amis prennent une profondeur nouvelle. Ils ne sont plus seulement des messages de deuil, ils deviennent, involontairement, les pièces d'un puzzle émotionnel. Les partenaires de jeu ont rappelé sa gentillesse, son charme, sa loyauté, sa présence. Le monde du feuilleton et de la télévision a salué un homme aimé, une figure marquante, un compagnon de route. Mais derrière chaque hommage public, une question se glisse. Combien savaient qu'il portait cela en lui? Combien avaient perçu la fatigue? Combien avaient remarqué que sous l'énergie affichée subsistait une inquiétude plus ancienne? Les tributs abondants publiés après sa disparition montrent à quel point sa mort a secoué ceux qui avaient travaillé avec lui. Dans ce type d'histoire, le danger est toujours le même. Transformer un homme en énigme et oublier qu'il fut d'abord une personne. Pourtant, c'est justement parce que Patrick Muldoon fut un être humain avant d'être une silhouette médiatique que ce récit bouleverse autant. Il y a quelque chose de profondément universel dans l'idée d'avoir caché, pendant des années, une part capitale de soi. Une fatigue, une peur, une ambition secrète. Une vérité qu'on n'ose pas offrir au monde de peur d'être mal compris, jugé, affaibli, réduit. Et il y a quelque chose de tragiquement humain dans le fait de ne la confier qu'au dernier moment, quand tout devient soudain plus clair, plus urgent, plus irréversible. Alors, de quel secret parlons-nous vraiment? Était-ce un manuscrit? Un film inachevé? Des mémoires? Une enquête personnelle sur sa propre vie à Hollywood? Un témoignage plus sombre sur les coulisses de l'industrie? Une confession sur sa santé? Ou un projet tellement intime qu'il ne supportait pas encore la lumière? Le récit ne donne pas de réponse définitive, et c'est peut-être pour cela qu'il est si puissant. Le secret devient un miroir. Chacun y projette ce qui l'effraie le plus. La vérité qu'il garde, la vie qu'il reporte, la blessure qu'il dissimule, l'œuvre qu'il n'a pas encore osé montrer. Et puis, il y a cette autre dimension, presque métaphysique, qui obsède toujours le public lorsqu'une célébrité meurt soudainement. Avait-il pressenti quelque chose? La question revient avec insistance, parce qu'elle rassure autant qu'elle terrifie. Nous voulons croire qu'il existe parfois un frisson précurseur, une intuition, un signe. Nous voulons croire que le destin prévient. Mais si c'était vrai, serait-ce plus supportable? Savoir qu'on s'en va, même confusément, n'adoucit pas forcément la sortie. Parfois, cela ne fait qu'accroître l'angoisse. Dans cette histoire, le détail de ce qu'il restait à faire prend une couleur presque prophétique. Il aurait parlé des choses inachevées, comme s'il dressait la liste mentale de ce qui risquait de lui survivre. Et n'est-ce pas la définition la plus pure de la fragilité humaine? Nous vivons tous entourés d'inachevés. Pendant des années, Hollywood a fabriqué autour de Patrick Muldoon une image de continuité. L'acteur revenait, disparaissait, revenait encore, toujours reconnaissable, toujours lié à une époque. Mais la continuité n'est pas la paix. Il est possible d'avoir une carrière visible et une vie intérieure ravagée. Il est possible d'être photographié, applaudi, rappelé dans des hommages, tout en portant une lassitude que personne n'a mesurée. Dans votre récit, cette lassitude se mêle à la fidélité envers le public. Ne pas l'inquiéter, ne pas le décevoir, ne pas ternir l'image. Le masque n'est pas forcément mensonge. Parfois, c'est une forme de protection. Seulement voilà, à force de protéger les autres, qui protège celui qui se tait? La cruauté de cette histoire réside aussi dans son décor. Un café matinal avec la femme qu'il aimait. Une ambiance légère, presque tendre.
un homme décrit comme heureux quelques heures plus tôt, puis la cassure. Il y a quelque chose d'insupportable dans la juxtaposition de la douceur et de la mort. Nous tolérons mieux les drames annoncés que les drames qui surgissent après un instant heureux. Peut-être parce qu'ils nous rappellent que rien n'est jamais vraiment sécurisé, que la joie n'est pas un contrat, que la vie peut très bien offrir un moment de paix juste avant de reprendre brutalement ce qu'elle nous prêtait. Et ce témoignage de la compagne, dans le cadre de votre scénario, devient central parce qu'il constitue le dernier pont entre le Patrick public et le Patrick secret. Elle n'aurait pas seulement été la dernière à le voir vivant, elle aurait été la gardienne involontaire de ce qu'il n'avait jamais mis au jour. Cela place son récit dans une zone presque sacrée. Car que fait-on d'une confidence laissée juste avant le vide? La répète-t-on? La protège-t-on? La complète-t-on? La tait-on pour respecter celui qui est parti? Ou la révèle-t-on parce qu'elle contient peut-être l'essentiel de ce qu'il voulait laisser derrière lui? Il n'existe pas de bonne réponse à cela, seulement des blessures différentes. À mesure que l'on revisite la trajectoire de Muldoon, un motif apparaît avec insistance. Le décalage entre ce que le public voit et ce qu'un artiste traverse réellement. On se souvient de la période où il incarnait Austin Reed, de sa place dans les fictions populaires qui ont marqué les années 1990, de son passage dans Starship Troopers, de cette allure presque classique d'acteur hollywoodien capable de franchir les registres. On se souvient moins volontiers du coup psychologique d'une telle trajectoire, du vertige qui s'empare parfois des comédiens quand l'industrie change de visage, quand les offres se raréfient, quand les époques passent plus vite que les visages. Patrick Muldoon avait aussi développé des projets pour la télévision à un moment où l'on croyait encore qu'il pourrait imposer son nom de l'autre côté de la caméra. Cette ambition-là n'a jamais totalement disparu. Elle a peut-être simplement changé de forme, se retirant dans l'ombre pour devenir ce fameux projet personnel, longtemps caché. Et si le véritable drame n'était pas seulement sa mort soudaine, mais le fait que ce projet n'ait pas encore été révélé? C'est une question inconfortable, presque cruelle. Car dans le sillage des disparitions brutales, le monde aime découvrir des archives, des lettres, des œuvres retrouvées, comme si cela réparait quelque chose. Mais rien ne répare vraiment. Une œuvre posthume ne remplace pas la présence. Une révélation tardive ne console pas l'absence. Et pourtant, l'idée qu'il préparait quelque chose, en silence, donne à sa disparition une dimension supplémentaire, celle d'un homme qui n'avait pas fini de parler. Alors le récit devient plus qu'une chronique de deuil. Il se transforme en enquête émotionnelle, non pas une enquête policière, mais une enquête sur ce que les êtres cachent même à ceux qui les aiment. Pourquoi attend-on si souvent l'extrême bord pour dire l'essentiel? Pourquoi tant d'hommes, surtout dans les univers de prestige et de performance, préfèrent-ils l'opacité à l'aveu? Pourquoi la vulnérabilité demeure-t-elle, pour beaucoup, plus terrifiante que la douleur elle-même? Patrick Muldoon, dans ce portrait, n'est plus seulement une star disparue. Il devient le symbole de tous ceux qui ont continué d'avancer avec un fardeau invisible, persuadés qu'ils auraient encore le temps de l'expliquer plus tard. Mais le plus troublant peut-être, c'est que ce récit refuse la résolution facile. Il ne nous offre pas un secret clairement identifié, emballé, exposé, rangé. Il nous laisse face à une absence active, à une vérité à moitié entr'ouverte, à un homme qui semblait enfin prêt à dire, au moment même où le temps lui a été retiré. Cette tension-là est ce qui rend l'histoire si obsédante. Nous ne sommes pas seulement émus par sa disparition, nous sommes saisis par ce qui allait peut-être naître juste avant elle. Une confession, un projet, une transmission, quelque chose d'inachevé, mais déjà assez puissant pour modifier tout le récit de sa vie. À présent, lorsque l'on relit sa carrière, lorsque l'on revoit ses rôles, lorsque l'on tombe sur les hommages de ceux qui l'ont connu, une question ne cesse de revenir, discrète mais insistante. Qui était Patrick Muldoon quand les caméras s'éteignaient? Était-il simplement un acteur ayant traversé les cycles cruels d'Hollywood? Était-il un homme lucide sur sa santé et sur la brièveté du temps qui lui restait? Était-il un artiste sur le point de révéler l'œuvre la plus personnelle de sa vie? Ou tout cela à la fois? Peut-être est-ce ainsi qu'il faut comprendre les derniers mystères, non comme des énigmes à résoudre complètement, mais comme des vérités trop vastes
pour entrer dans une seule version. Ce qui demeure, au bout du compte, ce n'est pas seulement le choc d'une mort à 57 ans, ni même le poids des rumeurs, les témoignages et des interprétations. Ce qui demeure, c'est l'image d'un homme qui, au matin de son dernier jour, aurait choisi de ne plus tout garder en lui. C'est cette bascule intime, ce moment où l'on cesse de jouer un rôle pour tenter, enfin, d'être entendu tel qu'on est. Il y a quelque chose de terrible et de magnifique dans cette idée. Terrible parce qu'elle arrive trop tard. Magnifique parce qu'elle rappelle qu'au fond de chaque existence, même la plus exposée, même la plus commentée, subsiste toujours une chambre secrète où se cache la vérité la plus importante.